Nous allons maintenant nous plonger dans l'histoire du XXe siècle en bonne compagnie. Sartre, Gide, Senghor, Camus, De Gaulle et bien d'autres, ces personnalités qui ont marqué ce siècle sont dans votre livre, Jean-Daniel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce livre s'intitule Les miens. Il vient de ressortir dans une édition revue et augmentée, donc aux éditions Folio. Alors toutes ces personnalités ont marqué leur temps. Vous aussi, pour faire très court, vous êtes écrivain, journaliste. Vous avez fondé le Nouvel Observateur. Et donc vous nous dressez le portrait donc, de ces personnalités importantes, imposantes même. Qui ont enrichi ma vie. Oui, et aussi la vie de Français. Et celle de plusieurs générations. Et j'espère que ça va continuer avec les jeunes gens auxquels nous nous adressons, vous et moi, ce soir. C'est votre panthéon personnel ? Oui. Laissez-moi vous dire avant, j'étais passionné par le journal tout à l'heure. Chaque chose me donne envie d'un commentaire. Mais en relation avec le livre, si vous voulez, chacun des grands personnages littéraires, ce sont quand même de grands littérateurs ou poètes ou philosophes. Il y a aussi des politiques, comme à un moment vous parlez de De Gaulle, de Mitterrand. De Gaulle, Mitterrand. Mais ce sont des gens qui ont été toujours en rapport avec un engagement. Voilà, ils sont tous, ces gens-là ont quelque chose en commun. Même un grand peintre, puisque c'est Matisse. Ils se sont tous dit, l'un en train de faire des poésies, l'autre en train de faire des discours, l'autre en train de composer une œuvre. Nous ne pouvons pas rester immobiles ou bien à notre table quand il se passe des choses dans le monde, quand nous avons à prendre parti et quand nous pouvons... L'art ne peut pas être au-dessus de la politique, au-dessus de la vie en commun, au-dessus de la société. Et j'ai hérité de la familiarité avec tous ces gens, ces œuvres que j'ai connues. J'ai hérité cette idée que finalement on ne peut pas rester en repos dans sa chambre. Et j'ai cette stimulation qui continue maintenant. Par exemple, en regardant votre journal, à chaque moment, j'ai failli vous dire, mais, voilà. Et puis on le voit encore aujourd'hui, puisque vous abordez la question du Proche-Orient, une question qui vous est chère. On en a parlé au début de ce journal, dans le Nouvel Observateur, qui a servi beaucoup de causes. Évidemment. Vous avez parlé... Une grande partie de ma vie a été consacrée à cette question, et le Nouvel Observateur est à l'origine de l'appel qui réunit... Pardon ? Ce qu'on a appelé le J-Call. Absolument. De cet appel qui réunit en ce moment, en Israël même, des personnalités juives, ou non, mais surtout juives, qui sont en désaccord avec le gouvernement israélien. Mais en tout cas, sur l'aspect de cette flottille, c'est un aspect très imprudent de la part d'Israël. Vous savez... Ça donne encore une fois une mauvaise image ? Mais c'est pas ça. C'est que... Les Israéliens disent depuis le début sécurité, sécurité, sécurité. Ils ont raison. Chaque fois qu'un État est menacé, il a le droit de se sentir en état d'insécurité. Mais il ne faut pas se tromper du degré de menace et il ne faut pas non plus risquer la désapprobation des gens qu'on veut servir. Car Israël a été créé pour donner un exemple au monde. C'est un État. Les pionniers étaient universalistes et là, cette flottille, d'abord, le principe est défendu par le ministre des Affaires étrangères qui est complètement discrédité. Et puis, le fait de ne pas laisser arriver des bateaux humanitaires, c'est un manque c'est une imprudence de communication considérable. Jean-Daniel, on pourrait parler pendant des heures du Proche-Orient, malheureusement. Mais on va peut-être revenir, justement, vous êtes contre vous dénoncez, vous aussi, les colonisations qui sont faites actuellement, la poursuite des colonisations. Je suis entré en politique à cause de l'anticolonialisme. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on célèbre le cinquantenaire des indépendances africaines, et il est vraiment question, vous revenez souvent sur cette question dans ce livre, Les miens, où vous citez les uns et les autres sur cette question du colonialisme, et vous mettez en parallèle deux exemples, parce qu'on parle du colonialisme, on parle aussi du français, du rapport à la France, pour en revenir à la France. Il y a Kateb Yassim, Léopold Sédar Senghor, là, deux visions qui s'opposent. Écoutez, il faut bien voir que la décolonisation de l'Empire français s'est faite dans la langue de la France. Et que quelquefois, les pires choses qui ont été dites contre la France ont été dites dans le plus merveilleux français qui soit. Si vous lisez Yassine Kateb, qui est le plus grand écrivain maghrébin, qui est mort depuis assez longtemps,
mais qui reste. Oui, qui a payé de son engagement. D'ailleurs, il disait que le français, pour lui, était un butin Un de guerre. butin de guerre. Et c'était l'homme, la photo, je ne sais pas si elle est donnée, mais c'était un homme extrêmement séduisant. Mais il a fait une œuvre littéraire française, il a recréé le français. Et à côté de ça, vous avez une personnalité qui a été le chantre de la négritude, Léopold Sédar Senghor, qui est un poète magnifique, qui a été célébré partout. Avec Césaire, ce sont deux personnes. Ce qui marque le colonialisme français, bon, c'est le caractère atroce de l'impérialisme et le caractère magnifique de la culture qu'il a transmis à ceux qui l'opprimaient. C'est ça le mystère du colonialisme français qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre. Et c'est qu'en ce moment encore... Aujourd'hui, on parle beaucoup de repentance. Il y a une magie. Non. Même de la repentance, elle est réclamée dans un français qui n'est pas du tout parlé dans les banlieues. C'est un français du 18e, quelquefois du XVIIe siècle. Votre livre, vraiment, regorge de citations. Oui. À chaque fois, en fait, ce sont des portraits très intimistes. Hein. C'est vraiment votre rapport avec... Des rapports personnels. Exactement. Des rapports personnels. Si vous parlez de quelqu'un comme Camus, il a été mon ami, mon parrain, mon protecteur. Donc, j'avais un rapport intime. Senghor a été très proche. Il m'a littéralement parrainé. Donc, je pouvais pénétrer dans l'intimité, non pas seulement de sa vie particulière ou politique, mais dans la pensée qui l'animait et qui faisait et qu'on comprenait plus facilement une démarche, puisqu'il était à la fois académicien français, président chrétien et chante de la négritude. Et il disait qu'il voulait que le Sénégal devienne une sorte de... Il avait dit un poème comme La négresse blonde. Alors, cette intimité, vous nous la faites partager. Un mot du chapitre, d'un des chapitres que vous avez rajouté, le lieutenant tunisien, où vous parlez de votre père en creux, en fait. Là aussi, c'était pourquoi ce chapitre sur cet anonyme, en fait. C'est-à-dire que ça a été suscité, vous savez, à Bizerte, j'ai pris le parti pour décoloniser, comme partout d'ailleurs, et au milieu des Tunisiens, j'ai été blessé par des Français. Gravement blessé, ça a duré 8 mois et plusieurs opérations, mais au moment de l'hôpital, j'étais à côté d'un jeune lieutenant qui sortait d'une école militaire française d'ailleurs, et qui me parlait de son père. Oui, et voilà, et c'est là que vous parlez de votre père. Mais justement, on va dire à tous nos téléspectateurs qui nous regardent dans le monde de lire les miens, de vous, Jean-Daniel. Et merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5. C'est déjà la fin de ce journal. Et merci encore d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal.